Bien, dernière partie de ce chapitre sur le cerveau, la motricité volontaire. Le cerveau, un organe donc facile à... pardon, un organe qu'il faut protéger. Bon, sans commentaire. Le cannabis fait 230 morts par an sur la route. Rouler sous cannabis baisse les réflexes, diminue les réflexes et aboutit à un nombre d'accidents considérable, de même que l'alcool. La question est comment ça marche. Le cannabis est une substance qui agit grâce au THC, substance acquise, tétrahydrocannabicol. L'idée est la suivante. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui inhale du THC, si le THC agit, et si le THC agit sur les cellules nerveuses, c'est que le THC trouve dans l'organisme des récepteurs pour ces cellules nerveuses. Ça veut dire donc qu'il doit exister dans l'organisme des neurotransmetteurs qui ont toute ou partie de la structure du THC. Et effectivement, c'est le cas. Dans le cerveau, vous avez un neurotransmetteur qu'on appelle l'anandamide. Il est ici, présent en très faible quantité. Eh bien, on s'aperçoit que le THC possède une partie commune avec cette anandamide. Donc le THC va se fixer au même endroit que l'anandamide et va avoir la même action que l'anandamide. C'est ce qu'on a déjà vu quand on a travaillé sur les réflexes et quand on a travaillé sur les substances qui agissent dans les synapses. Vous avez fait un TP Rasmol, Libmol avec le curare. C'est exactement le même principe ici. C'est pour ça qu'on ne va pas s'éterniser sur cette partie-là. Vous la connaissez, d'accord? L'idée centrale, c'est que dans une synapse interviennent des neurotransmetteurs et que donc si j'ingère des molécules identiques à ces neurotransmetteurs, ces molécules vont prendre la place des neurotransmetteurs existants. Qu'est-ce qu'il en est pour le THC? Donc cette anandamide, dans l'organisme, elle vit que quelques minutes. Vraiment pas grand-chose, la demi-vie. Alors que le THC dans l'organisme, il persiste 25 à 36 heures au moins. Ça veut dire que le THC va agir beaucoup plus longtemps que l'anandamide qui, elle, joue son rôle de neurotransmetteur. Je suis libéré, je me fixe et je m'en vais. Le THC, je reste. Les quantités d'anandamide sont absolument infimes dans le cerveau. C'est même pas mesurable. Le THC, lui, par contre, il y en a un paquet. L'affinité de l'anandamide pour son récepteur, l'affinité 60 à 550 nanomoles par litre, plus la valeur de l'affinité est faible, plus le ligand entre le récepteur, plus la fixation de la molécule sur son récepteur est forte. Le THC, vous voyez ici, a une affinité plus faible que celle de l'anandamide. Donc le THC se fixe beaucoup mieux, agit beaucoup plus longtemps, est présent en beaucoup plus grande quantité dans l'organisme. D'où les conséquences de la prise de THC. Comment ça agit le THC? Vous avez dans l'organisme un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Je vous rappelle que chaque neurone libère un seul type de neurotransmetteur. Mais que il existe plein de neurotransmetteurs différents. Bien. On a vu l'acétylcholine pour ce qui est de neurotransmetteurs qui agissent sur la synapse neuromusculaire au niveau de la plaque motrice. Vous avez un neurotransmetteur dans l'organisme qui est le neurotransmetteur du plaisir. C'est la dopamine. Quand la dopamine est libérée, on a une sensation de bien-être, on est bien. Bien. Cette dopamine dans l'organisme, sa libération est inhibée par un neurone qui libère un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA, acide gamma-aminobutyrique. Donc ce neurotransmetteur libère du GABA, synapse inhibitrice, qui va inhiber la libération par le neurone à dopamine de dopamine. Ce qui fait que cette dopamine sera libérée à petite dose. On ne baigne pas en permanence dans un bonheur énorme. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on prend du THC? Quand on fume du cannabis? Eh bien, ce THC va se fixer ici, non pas sur la membrane postsynaptique, mais ici, sur des récepteurs localisés sur le neurone présynaptique. Le THC se fixant ici, il va stopper la libération d'acide gamma-aminobutyrique dans la synapse. Empêchant la libération de GABA dans la synapse, eh bien, le neurone à dopamine ne sera plus inhibé, la dopamine sera libérée en masse quand vous fumez. Bien sûr, personne ne fume. Quand quelqu'un prend du cannabis, le
bonheur qu'il éprouve, la sensation d'être déconnecté de son environnement, tout va bien, c'est un plaisir, c'est lié à cette libération de dopamine. Tout ceci pour dire que le cerveau est un organe absolument fragile, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui, et que si on prend des molécules exogènes, des molécules qui viennent de l'extérieur, on perturbe l'action de ce cerveau, modifiant alors l'état de conscience du consommateur. Et notamment, ça se fait par l'intermédiaire de la quantité de dopamine libérée et qui génère une sensation de plaisir et qui pousse le consommateur à rechercher de nouveau cette sensation de plaisir, donc à reprendre du produit. C'est ce qu'on appelle l'addiction. D'autant plus qu'on s'aperçoit que pour retrouver, c'est pas le cas pour le THC, mais pour retrouver le même plaisir, il faut que l'organisme, il faut que la personne augmente progressivement les doses de produit. Que quand on prend la première fois du produit, on éprouve un violent plaisir. Si on prend la même dose une deuxième fois, le plaisir sera plus faible. Une troisième fois, le plaisir sera encore plus faible. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Et donc pour retrouver du plaisir identique à la première prise, il faut que l'organisme, il faut que la personne augmente progressivement la concentration du produit qu'il prend. Donc il va augmenter progressivement jusqu'à ce que l'organisme ne puisse pas supporter cette substance exogène qui arrive de l'extérieur, et lorsque la dose est supérieure à ce que l'organisme est capable de supporter, on est sur l'overdose et on est sur la mort qui s'ensuit puisque l'organisme n'est pas capable de récupérer ceci. Voilà, on va pas aller plus loin sur l'action des drogues et sur les conséquences de la prise de drogue, c'est plus tellement le programme. La seule chose que vous avez à bien comprendre, c'est que toutes les drogues que l'on peut prendre agissent sur où est-ce qu'il est mon truc, voilà. La plupart des drogues, toutes les drogues que l'on peut prendre agissent sur les synapses, la jonction entre deux neurones, d'accord? Et on perturbe, en fait, le fonctionnement naturel d'un cerveau, provoquant alors des comportements addictifs, puisqu'on veut retrouver les plaisirs artificiels liés à la prise de ce produit. Voilà pour ce chapitre sur le mouvement volontaire. Associé à ce chapitre, il y a beaucoup d'exercices que l'on peut faire, donc j'en ai pas parlé sur mes vidéos, mais je vous les donnerai, ils seront mis sur le NT, avec les corrections associées pour que vous puissiez travailler dessus, et je vous indiquerai par mail sur le NT quel exercice il faut faire à quel moment. Mais là, vous avez de quoi travailler sur ces 4 vidéos, de façon à ce que, a priori, à la rentrée des vacances de Noël, si tout se goupille bien, eh bien, on ait terminé ce chapitre et qu'on puisse partir sur la suite dans la perspective du sommet de l'année pour vous, qui sera l'épreuve de SP le 15 ou 16 mars. Voilà, à vous de jouer.